Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2026, pendant que vous dormiez sur vos deux oreilles, il s'est passé quelque chose de très étrange. Alors que la diffusion de la saison 5 de Stranger Things était terminée depuis déjà une semaine, des dizaines de milliers de fans de la série se sont connectés à Netflix parce qu'ils attendaient la sortie d'un nouvel épisode, le 9e épisode. Un épisode secret, jamais annoncé par Netflix, qui reviendrait mettre en cause une grande partie de ce qu'on a vu dans l'épisode 8. Le combat final, l'épilogue, tout ça serait en réalité une gigantesque illusion. Une illusion lancée par Vecna, l'antagoniste, qui ne serait donc jamais mort. Cet épisode nous dévoilerait donc la véritable fin de Stranger Things. Alors ouais, dit comme ça paraît complètement absurde. On dirait juste que c'est une vieille théorie lancée par des fans déçus de la fin de la série, qui arrivent pas à accepter les choses telles qu'elles sont et qui préfèrent tomber dans le déni. C'est aussi ce que je pensais, au début. Parce qu'on parle pas juste d'un ou deux éléments surinterprétés. On parle de plusieurs dialogues, de bruitage, du décor, de costumes, d'accessoires, et même de la promotion autour de la série. Autant d'éléments qui semblaient effectivement indiquer que ce qu'on a vu dans l'épisode 8 était vraiment une illusion, et qu'un nouvel épisode arriverait bientôt. Et donc moi aussi, cette nuit-là, j'étais planté devant Netflix. J'avais trop envie de savoir si on était juste sur un énorme délire collectif, ou bien si, au contraire, on était sur un des plus grands coups de génie de la fiction moderne. Et à 2h du matin, à l'heure où l'épisode devait en théorie sortir, Netflix a crash. C'est dire le succès de cette théorie. Et quand les serveurs ont été rétablis, on en parle après. Alors comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui a amené autant de gens à croire à cette théorie du Conformity Gate ? Évidemment, il y a tous les indices, et on en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais les indices, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Parce que si autant de fans ont eu envie de croire à cette théorie, c'est avant tout une histoire de déception et de frustration. Et pour moi, cette déception/frustration, elle prend sa source dans la façon dont a été traité un personnage en particulier, Vecna, l'antagoniste final de Stranger Things. Donc pour bien comprendre comment on en est arrivé à faire crasher les serveurs de Netflix avec la théorie du Conformity Gate, faut d'abord répondre à une question. Pourquoi Vecna n'a pas été un bon antagoniste cette saison ? Et je parle bien de toute la saison, pas juste du combat final. La question est d'autant plus intrigante que dans la saison 4, Vecna était vraiment un antagoniste incroyable. Le perso sortait de nulle part, et pourtant il est devenu instantanément l'un des antagonistes les plus marquants de ces dernières années. Alors comment Vecna a pu passer d'un antagoniste génial à un antagoniste franchement décevant ? Décevant au point de pousser les fans frustrés à rattraper le coup avec une théorie qui ferait de lui l'antagoniste ultime. Au tout début de la saison 4, on fait la connaissance de Chrissy, une lycéenne qui a l'air tout à fait sympathique. Le problème, c'est que Chrissy, elle a des visions. Des visions terrifiantes qui semblent être liées à ses traumas. Chrissy? Did you hear me? Open the goddamn door, Chrissy! Open the door, Chrissy, or I'm gonna gut you like the fat pig that you are! Pour l'aider à faire passer ses visions, Chrissy va chercher à se procurer de la drogue. Et pour ça, elle va se tourner vers Eddie. Sorry. Et pendant que Eddie fouille dans ses affaires, Chrissy a une nouvelle vision, plus longue et plus terrifiante que les autres. Et dans sa vision apparaît une entité maléfique. Bon là, normalement, vous avez déjà compris pourquoi Vecna a immédiatement marqué les spectateurs de la saison 4. En gros, il y a 4 raisons principales. Déjà, il y a tout le côté horreur psychologique, avec les visions qui sont littéralement des prisons mentales, où la pauvre Chrissy est à la merci d'une entité surnaturelle. Et un truc qui peut jouer avec notre psychologie et notre perception de la réalité, tout ce qu'on a de plus intime, ça a quelque chose de profondément dérangeant.
Face à ce genre de pouvoir, on se sent complètement démuni. Ensuite, il y a ce qu'on appelle du body horror, ou horreur corporelle. Les os qui craquent dans le mauvais sens, les membres qui se tordent d'eux-mêmes, les yeux qui sont comme aspirés, et le tout sans aucun contact physique, c'est pas quelque chose de biologiquement normal. C'est pas quelque chose que notre cerveau peut comprendre. Et du coup, ça nous met physiquement mal à l'aise. Rien à voir avec un monstre qui viendrait croquer un personnage. Là, on comprend la logique du truc. Alors que ça, c'est pas censé exister. Si tu veux, quand tu vois ça, t'as plus trop envie de faire des blagues et de chanter. Troisièmement, c'est l'énorme menace que représente Vecna. Les pouvoirs de Vecna sont terriblement puissants. Il semble capable de tuer qui il veut, quand il veut, et à distance. En gros, c'est juste la plus grande menace qu'on ait vue depuis le début de la série. Et donc, on a peur pour les personnages. Comment ils vont faire pour échapper à un antagoniste pareil? Et comment ils vont faire pour le vaincre? Le défi semble insurmontable. Et tout ça, c'est super pour que la tension dramatique soit très forte, et qu'on soit scotché devant les épisodes. There are some things worse than ghosts. Et enfin, dernière chose, c'est ce que représente Vecna d'un point de vue symbolique. Et on peut le comprendre en observant la nature de ses victimes. En apparence, Chrissy semble avoir la vie parfaite, mais grâce à ses visions, on comprend que sa mère était hyper abusive au sujet de son poids et de son apparence. La deuxième victime de Vecna, Fred, culpabilise parce qu'il a provoqué un accident de la route qui a coûté la vie à plusieurs personnes. La troisième victime, Patrick, est physiquement abusé par son père. Et enfin, Max, suite à la mort de Billy, se traîne une double culpabilité. La culpabilité du survivant, mais aussi la culpabilité d'être soulagé de la mort de son beau-frère qui l'a violenté. You know, I think there's a part of you that wanted me to die that day. Donc on a 4 jeunes qui sont victimes de trauma. 4 jeunes qui ont des problèmes de santé mentale et qui vont voir la psychologue. 4 jeunes qui n'arrivent pas à parler à leurs proches de leur mal-être. Et donc qui se sentent isolés alors même qu'ils sont censés être bien entourés. Talk to me. To your friends. We're right here. I'm right here. En fait, quand on voit à qui s'en prend Vecna, on comprend ce qu'il représente, symboliquement. Le mal-être causé par les traumas. Un mal-être qui peut nous détruire de l'intérieur, littéralement, jusqu'à nous mener à la mort. You have sometimes wished to follow me into death. C'est pas un hasard si les personnages sont suspendus dans les airs, comme s'ils étaient soutenus par une corde invisible. C'est pas un hasard si Max laisse des lettres à tous ses proches. Et c'est pas non plus un hasard si Vecna leur dit à tous cette phrase. It's time for your suffering to end. I am here, Max, to end No. your suffering once and for all. Vecna, c'est la mort causée par les traumas. Et c'est pour ça que la scène où Max s'échappe est si mémorable. Depuis la mort de Billy, Max était en souffrance, et elle commençait sérieusement à envisager la mort comme échappatoire. Mais finalement, en se remémorant ce qui compte le plus pour elle, les liens avec ses proches, elle décide de ne pas abandonner. Elle choisit la vie. La scène est puissante parce qu'elle raconte quelque chose de fort, quelque chose qui a du sens. Donc un antagoniste comme Vecna, il est pas juste super puissant et dérangeant, il est aussi intéressant thématiquement. Il nous rappelle l'importance de guérir de notre passé, pour ne pas le laisser nous consumer, l'importance de prendre soin de sa santé mentale, et l'importance de s'ouvrir à nos proches et d'accepter leur aide. We lost you. Still here. Donc pour résumer, horreur psychologique, horreur corporelle, énorme menace et thématique universelle, tout ça c'est présent dès le premier épisode de la saison 4. Et ce sont 4 choses qui s'expriment en grande partie grâce au pouvoir très particulier de Vecna. Et dans la saison 5, ces pouvoirs hyper intéressants, Vecna ne les utilisera jamais. Pas envie. Du coup, l'antagoniste ultra menaçant qui peut tuer à distance, c'est finito. Le truc de Vecna cette saison, c'est plutôt d'envoyer ses démogorgons capturer des enfants. Et une fois que les enfants sont dans la dimension X, Vecna les garde dans son monde imaginaire, où il se fait passer pour un gentil monsieur.
Alors oui, c'est super pour manipuler les enfants et les pousser à accomplir le rituel qui lui permettra de fusionner les mondes. Mais pour les spectateurs, le résultat, c'est que dans ce genre de scène, Vecna n'est ni menaçant, ni terrifiant, ni même particulièrement dérangeant. C'est juste un mec très chelou, qui aurait sa place dans une prison ou un asile. T'es un mec bizarre, toi. Mais comme Vecna était encore trop menaçant au goût des scénaristes, ils ont décidé d'en faire en plus une grosse victime. Maintenant, c'est plus lui qui explose les gens avec des pouvoirs psychiques, c'est lui qui se fait exploser. C'est plus lui qui terrifie, c'est lui qui est terrifié. J'ai fait pipi au lit. Et c'est plus lui qui traumatise, c'est lui qui est traumatisé. Leave me alone. Pauvre bichon. Alors je comprends ce qu'ils ont voulu faire, hein. L'abuseur qui est en fait lui-même un enfant abusé, thématiquement, ça pouvait faire sens. Mais le problème, c'est que déjà, ça mène nulle part, et puis narrativement, c'est naze. Faire de ton grand antagoniste hyper terrifiant une victime qui en fait est pas vraiment responsable de ses actes, c'est juste du sabotage en fait. It wasn't you. Et comme si ça suffisait pas, des enfants vont le mettre en échec dans son propre monde mental. Le mec il est censé y avoir des pouvoirs illimités, genre téléportation et compagnie, mais il y perd quand même un duel de force contre Derek. Et voir un antagoniste qui est censé être surpuissant se faire victimiser de la sorte, ça casse complètement la menace qu'il est censé incarner. Du coup, on a juste l'impression d'être devant un méchant de film pour enfants. Le seul truc qui est terrifiant là, c'est le contraste avec le Vecna de la saison 4, qui lui semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. It's time. I said leave me alone. Et là, vous vous dites peut-être que je suis vraiment de mauvaise foi, parce qu'il y a quand même un moment dans la saison 5 où Vecna vient nous rappeler la menace qu'il incarne. Et effectivement, dans cette scène, Vecna fait un massacre. Oui, bravo. Vecna. Bravo. Vecna. Cependant, J'ai deux questions pour vous. Premièrement, dans cette scène, comment Vecna tue ? Il renvoie des flammes, il fait péter des grenades, il transperce avec son bras, il utilise la force. En gros, on a affaire à une sorte de Dark Vador dans Rogue One. D'ailleurs, c'est une inspiration assumée des scénaristes. Alors oui, Dark Vador, c'est l'antagoniste ultime, hyper charismatique et compagnie. Et je comprends que c'est tentant de s'en inspirer. Mais Vador, il est à sa place dans Star Wars. Peut-être moins dans Stranger Things. Ce genre de scène d'action épique, je peux les voir dans n'importe quel gros film de pop culture. Et je dis pas que c'est une mauvaise scène, c'est spectaculaire, épique, mais c'est beaucoup moins dérangeant. Et du coup, je ressens pas du tout le même truc viscéral qu'avec le Vecna de la saison 4. Il était tellement plus terrifiant, tellement plus Stranger Things. Ok, ça c'était la première question. Et donc, deuxième question, dans cette scène, qui Vecna tue ? Des militaires qui sont pas du tout humanisés, dont on ne connaît ni les noms ni les visages, et qui sont même les ennemis des protagonistes. Du coup, ce genre de mort nous touche infiniment moins que celle de Chrissy par exemple, une pauvre gamine innocente. aucune émotion. Alors oui, dans cette scène, Vecna ne s'en prend pas que aux militaires, il s'en prend aussi aux héros. Mais là, tout d'un coup, il est beaucoup moins meurtrier. J'imagine qu'il doit avoir ses raisons. Enfin, il y a quand même un truc curieux. Vecna et ses monstres, c'est censé être des machines à tuer. D'ailleurs, si t'es un militaire, vaut mieux pas croiser leur route. Mais pourquoi j'ai l'impression que dès qu'ils rencontrent un vrai personnage, là tout d'un coup, ils deviennent beaucoup plus inoffensifs ? Pourquoi j'ai l'impression que les personnages ne sont jamais vraiment en danger de mort ? Pour comprendre d'où vient ce sentiment, faut revenir un petit peu en arrière, au début du 2e épisode. Quand le Démogorgon arrive chez les Wheeler, on est pris dans la scène. Ça fonctionne super bien parce qu'on a vraiment peur pour les personnages. Ils sont absolument pas préparés à affronter une menace aussi terrible. Et puis... à ce moment-là, vu leurs blessures, on pense que les parents Wheeler vont mourir. Et mine de rien, ça fait un truc. Rien à foutre. Sauf que, en fait, les Wheeler survivent. Ils survivent à l'attaque surprise d'un Démogorgon, le prédateur ultime. Et là, c'est un peu bizarre, parce que d'un point de vue narratif, ça aurait été le moment parfait pour tuer au moins un de ces deux persos, pour plein de raisons différentes. Mais non, ils sont épargnés par les scénaristes. Et là on pourrait se dire, bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Fondamentalement, ça change pas grand chose au reste de la série. Sauf que si.
En épargnant les Wheelers à ce moment-là, c'est comme si les scénaristes nous envoyaient un message qui dirait « On refuse de tuer nos personnages, même les plus secondaires ». Et du coup, inconsciemment, on comprend que si même des personnages très secondaires comme les parents Wheeler sont protégés par le scénario, alors ça veut dire que les personnages plus importants sont encore mieux protégés. C'est le fameux plot armor. Et comme les personnages survivent continuellement à des situations qui auraient dû les tuer, comme personne ne meurt jamais, ça renforce le sentiment qu'ils sont protégés. Et ce problème-là, on l'avait pas du tout dans la saison 4, parce que Vecna était toujours aussi puissant et menaçant, qu'il s'en prenne à un personnage secondaire ou à un personnage plus central, comme... La première fois qu'on réalise que Max est la nouvelle cible de Vecna, on se dit un truc du genre « Et merde !» Parce que depuis le début de la saison 4, chaque personnage qui a été maudit par Vecna a très mal fini. Et à ce moment-là, personne ne sait comment arrêter la malédiction de Vecna. Et donc, Max semble condamné. On se met à avoir peur pour elle, parce qu'on pense qu'elle peut vraiment mourir. Surtout quand... Et puis là, à ce moment-là, les persos comprennent comment il faut arrêter la malédiction. Et d'un coup, tout devient possible. Max peut mourir, et Max peut être sauvé. Et donc, on est hyper investi dans la scène. Maintenant, imaginez, si avant d'attaquer Max, Vecna n'avait pas tué Chrissy et Fred, ou s'ils avaient survécu à leurs blessures, et bah dans cette scène, on aurait sûrement eu beaucoup moins peur pour Max, et donc on aurait été beaucoup moins investi. Et c'est exactement pour cette raison-là que la survie des parents Wheeler a fait beaucoup de mal à la saison 5. Et je dis pas qu'il y avait besoin de faire un carnage à la Game of Thrones. Non, il suffisait juste de nous montrer que les héros peuvent vraiment mourir, que la menace est réelle et qu'on a de bonnes raisons d'avoir peur pour eux. Et d'ailleurs, par miracle, il y a une scène où ils arrivent quand même à le faire. Cette scène est peut-être la meilleure de toute la saison. Vecna qui manipule Hopper pour le pousser à tirer sur sa fille adoptive, c'est tellement machiavélique. Et c'est tellement bien pensé. Si la scène fonctionne autant, c'est parce qu'à ce moment-là, on croit vraiment qu'Eleven est en train de mourir. En même temps, on est un petit peu obligé d'y croire là. Et même si au final, on était toujours dans l'illusion de Vecna, la scène a quand même fonctionné. C'est quand même marrant. Dès que l'antagoniste utilise un peu ses giga-pouvoirs contre les protagonistes, tout d'un coup, la série devient beaucoup plus prenante. Étonnant, non ? En fait, cette scène, elle est aussi bien qu'elle est frustrante, parce qu'elle nous montre tout le potentiel d'un antagoniste comme Vecna. Un antagoniste qui joue avec la psychologie de ses victimes, avec leur trauma, avec leur perception du réel. Tout ça, c'est trop intéressant. Bon, heureusement, au moment du combat final, Vecna se ressaisit, et il va nous montrer toute l'étendue de ses pouvoirs. Ah non, la séquence du combat final a plusieurs problèmes. La plupart ont déjà été relevés par tout le monde, donc je vais vite passer dessus. Y a pas de Démogorgon, ni aucune autre créature, alors que c'est quand même censé être leur plan d'origine. There have to be some monsters in the abyss. I agree. There has to be Demogorgon, bat, dog, like something. It's crazy if there's nothing there, I think. Rien à foutre. Ensuite, le flagelleur mental qui passe d'une entité cosmique Lovecraftienne à un gros tas de chair qui craint les balles. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer ? Non. Et enfin, le plan des héros, en termes de créativité, c'est 0. En gros, on peut le résumer à... En comparaison, dans la saison 4, les héros avaient un plan beaucoup mieux réfléchi, avec plusieurs petits groupes qui allaient effectuer des missions différentes. Surveillance, protection, infiltration, diversion, etc. Toutes nécessaires pour vaincre Vecna collectivement. Et c'était super intéressant à suivre. Beaucoup plus que... Mais bon, à la limite, tout ça c'est pas si grave. Le vrai problème du combat final, il tient en 3 mots. All is lost. Habituellement, dans les histoires, il y a un procédé narratif qui s'appelle le All is Lost, ou en français... Tout est perdu. C'est le moment où les protagonistes semblent vaincus, sans solution. Le moment où tout semble perdu. Et puis en général, c'est là qu'il y a un retournement de situation qui leur permet d'obtenir la victoire.
En tout cas, ce All is Lost, c'est un moment nécessaire pour plusieurs raisons. Pour augmenter la tension dramatique, pour éventuellement forcer la transformation du protagoniste, et surtout, pour rendre la victoire finale plus satisfaisante. Un très bon exemple de ça, c'est dans la bataille finale de la saison 4. Max semblait condamné, Eleven avait perdu, la plupart des personnages étaient en train de mourir, c'était vraiment la merde. Dans une scène comme ça, la tension est folle, on a peur pour les personnages et on voit même pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Mais ils y arrivent quand même, et c'est épique. Après avoir frôlé la mort, la victoire est beaucoup plus appréciable, et les émotions ressenties sont beaucoup plus fortes. Maintenant, dans la saison 5, qu'est-ce que ça donne ? Déjà, le combat n'a même pas commencé, que le grand plan de Vecna est déjà tombé à l'eau, parce qu'il a perdu le contrôle des enfants, donc on sait déjà qu'il ne pourra pas fusionner les mondes. Niveau tension dramatique, ça part plutôt mal. Et ensuite, le flagelleur mental se réveille, les persos sont en difficulté pendant environ 2 secondes, puis... Eleven débarque, elle arrache Vecna, Will lui donne un petit coup de main, et voilà, c'est gagné. Et c'était étonnamment facile, vous trouvez pas ? Enfin, ça a duré 5 minutes, et c'est allé tout droit quoi. Il n'y a même pas eu un seul imprévu. Du genre, en fait Will était toujours sous le contrôle de Vecna, et donc il se retourne contre eux, et c'est la merde. Non. Bon garçon. Même sa connexion avec Vecna, qui aurait dû être un enjeu majeur du combat final, parce que blesser Vecna, en théorie, ça aurait dû blesser Will, comme c'était le cas 10 minutes plus tôt, et ben en fait non, même pas. En fait, il n'y a pas eu ce moment où tout semble vraiment perdu, où on commence même à douter de la victoire des protagonistes. Il n'y a pas eu de All is Lost. Pas de blessés, pas de morts, pas de trauma. En fait, quand on fait le bilan, on réalise qu'il n'y a pas eu de prix à payer pour obtenir la victoire. Alors que dans la saison 4... Max, stay with me. No, 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 no. Max, please stay with me. Émotionnellement, c'était quand même autre chose. Non, en vrai, j'exagère. Dans la saison 5, il y a quand même un prix à payer. Le sacrifice d'Eleven. Sauf que c'est pas à cause de Vecna, c'est à cause des militaires, et à cause de la stupidité artificielle des héros, qui sortent du monde à l'envers par le pire endroit possible. Mais donc, vaincre Vecna et cette grosse bouillie n'aura rien coûté aux personnages. C'était ça, la grande menace ? Un pauvre tronc d'arbre qui aura réussi à tuer 0 personnage nommé de toute la saison ? Tu me fais pitié. Alors que dans la saison 4... Donc si on résume, en termes de menaces, le Vecna de la saison 5 fait vraiment pâle figure à côté de celui de la saison 4. Stronger, smarter, deadlier. Son seul avantage, c'est qu'il est stylé, et qu'il s'est mis à la muscu. 1, 2, 3, 4. Par contre, attention à pas trop abuser de la whey. Was that weird? I'm sorry. That was weird. Mais le pire, c'est que le manque de menaces, c'est juste une partie du problème. Perso, ce qui m'avait vraiment fait apprécier Vecna dans la saison 4, c'était pas tant ses pouvoirs ou la tension qu'il apportait, c'était surtout le mystère autour de son identité. Au début de la saison 4, on ne sait rien de Vecna. On sait juste qu'il y a une sorte de démon qui tue des lycéens, mais on sait pas qui il est, ni pourquoi il fait ça, ni qui seront les prochaines victimes, comment on peut lui survivre, comment le vaincre, etc. Donc c'est très mystérieux, très intriguant, et les personnages vont enquêter. Et nous, on les suit dans leur enquête. On est pris dans le truc. Assez vite, on va découvrir que Chrissy n'a pas été la première victime de Vecna. Une autre famille semble avoir été tuée de la même manière. Mais c'était il y a presque 30 ans. Encore plus intriguant. Et c'est le père, Victor, qui avait été accusé des meurtres et enfermé dans un asile. Asile dans lequel il est toujours en vie. Et donc, après quelques péripéties, il va pouvoir nous raconter sa propre version de l'histoire. Victor a débarqué à Hawkins avec sa femme et leurs 2 enfants, à la recherche d'une nouvelle vie. It looks like a fairy tale. Mais peu à peu, il y a eu des phénomènes étranges. Dead animals, mutilated, tortured, begin to appear near our home. Et puis, il y a eu les hallucinations. Et donc Victor en a déduit que la maison était hantée.
par un démon, jusqu'au jour où... Victor a tout perdu ce jour-là, et il a passé toute sa vie enfermé dans un asile. C'est une horrible tragédie. Mais nous, on a eu les réponses qu'on était venu chercher, donc on est content. Et on se dit que le démon dont parlait Victor, c'est probablement une créature intelligente qui vit dans le monde à l'envers. En tout cas, pour l'instant, cette petite enquête est très sympa à suivre. En parallèle de cette intrigue à Hawkins, il y a une intrigue en Floride, avec Eleven et compagnie. Cette intrigue commence par un flashback d'Eleven dans le laboratoire de Hawkins. Pour résumer, il y a eu un énorme carnage, et il semblerait que ce soit la petite Eleven qui en est à l'origine. Non, c'est pas moi. Cette scène installe un mystère. Pourquoi Eleven a tué tout le monde ? Ensuite, la série nous montre qu'Eleven est harcelée dans son lycée, et aussi qu'elle peut devenir violente envers ses harceleurs. Plus tard, quand Eleven explore ses souvenirs, on découvre qu'elle était en fait harcelée par les autres enfants du laboratoire. Du coup, inconsciemment ou pas, on fait le lien. Harcèlement, vengeance. On pense donc avoir trouvé la solution au mystère. Dans les souvenirs, on voit aussi qu'Eleven a une relation privilégiée avec un des employés du laboratoire. Puis on découvre qu'il s'agit en fait de One, le tout premier individu à avoir eu des pouvoirs. Et comme Eleven, il est prisonnier de cet endroit. Mais en plus, une puce l'empêche d'utiliser ses pouvoirs. Une puce qu'Eleven va proposer d'enlever pour qu'ils puissent s'échapper ensemble. Mais une fois libre d'utiliser ses pouvoirs, One va révéler sa vraie nature. Et là, on réalise qu'on s'est fait manipuler. Le carnage du laboratoire, c'était pas Eleven, c'était lui. Mais la véritable révélation, elle arrive juste après. As I practiced, I realized I could do more than I possibly imagined. I could reach into others, into their minds, their memories. Donc en fait, One, c'est aussi Henry, le fils de Victor, et c'est aussi Vecna. Trois personnages qu'on pensait bien différents sont en réalité un seul. Et ça, j'avoue que je l'avais pas vu venir. Une révélation qui te montre que deux personnages sont en fait une seule et même personne, c'est plutôt classique, on a l'habitude. Mais 3 en 1, c'est bien plus rare, bien plus difficile à faire fonctionner, et donc beaucoup plus surprenant. La révélation en elle-même est déjà incroyable, mais surtout, elle fait de Vecna un antagoniste beaucoup plus intéressant que ce qu'on pensait. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'antagoniste, c'est plus seulement un monstre qui suivrait ses pulsions, mais c'est celui qui est à l'origine de tout. Le premier à avoir eu des pouvoirs, celui à cause de qui il y a eu les expériences au laboratoire Dawkins, celui à cause de qui Eleven existe, celui qui a donné sa forme au flagelleur mental, et celui à cause de qui Will a été enlevé. Mais c'est pas tout. Avec cette révélation, Vecna devient aussi un miroir d'Eleven. Like you, I didn't fit in with the other children. Henry se reconnaît en Eleven parce qu'ils sont tous les deux rejetés. C'est aussi pour ça qu'ils se reconnaissaient autant dans les araignées. Like me, they are solitary creatures and deeply misunderstood. En fait, Vecna, c'est un marginal, comme Eleven, mais aussi comme Mike, Dustin, Will, Lucas ou Max. Depuis le tout début, Stranger Things parle avant tout de ceux qui sont différents, en dehors des normes, et donc qui sont rejetés par la société, harcelés. Ce sont eux les héros de l'histoire. Et donc, c'est très malin de la part des scénaristes d'avoir fait du grand antagoniste de la série le marginal ultime, un sociopathe qui a mal tourné justement parce qu'il était rejeté par tout le monde, même par sa propre mère. She called the doctor. She wanted him to lock me away, to fix me. Even though it wasn't I who was broken, it was them. C'est parce qu'Henry se sent rejeté par la société qu'il choisit de la rejeter à son tour. A cruel, oppressive world dictated by made-up rules. Et donc, pour Henry, ceux qui sont rejetés par ce monde malade sont donc supérieurs aux autres. You are better than they are. Ce que Henry cherche, c'est un monde dans lequel il pourrait être libre, un monde qui serait adapté à lui. En d'autres termes, un monde qui l'accepterait comme il est. Dans le fond, Henry en a marre d'être rejeté, d'être seul, et donc il voit en Eleven quelqu'un comme lui, quelqu'un qui pourrait enfin l'accepter et le comprendre. Join me. En repoussant Henry, Eleven choisit une voie différente. Plutôt que d'en vouloir à ceux qui la rejettent, elle préfère trouver des gens qui l'accepteront et l'aimeront telle qu'elle est. Mais en envoyant Henry dans la dimension X, Eleven a aussi créé Vecna et tous les problèmes qui vont avec.
Les deux personnages ont donc une connexion extrêmement forte, ce qui rend leur confrontation bien plus impactante. Dans la saison 4. Parce que dans la saison 5, la série a oublié que les deux personnages sont censés être hyper liés, et ils ont à peine un dialogue. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la saison 4, Vecna a été superbement bien construit autour de mystères et de révélations, et c'est en grande partie pour ça que la saison était aussi prenante. Mais dans la saison 5, où sont les grands mystères, les enquêtes et les révélations ? On a bien quelques petits mystères par-ci par-là, qui durent en général le temps d'1 ou 2 épisodes, du genre où se cache Vecna, qui est Mr. What's-It, c'est quoi ce mur géant, qui a été capturé par les militaires, pourquoi cette caverne terrifie Henry. Mais les révélations sont soit prévisibles, sans déconner, soit franchement pas renversantes, et souvent les deux à la fois. It wasn't you. You're just like me, Henry. Ouah, truc de fou! Bon garçon. Et puis surtout, on n'a pas un grand mystère qui tiendrait toute l'intrigue et qui nous retournerait le cerveau, comme c'était le cas dans la saison 4, ou même dans les précédentes d'ailleurs. Genre la première saison, c'était avant tout une grosse enquête. Mais dans la 5e, à la place d'un grand mystère, on a plein de péripéties, plein de scènes d'action. Et pour chaque péripétie, les personnages font des plans, beaucoup de plans, avec beaucoup d'expositions et beaucoup d'analogies. This is Derek. This flashlight is the squawk radio tower. This is Will. This is Hawkins. And this is the rest of the Turnbow family. This is Holly. And the Slinky is the bridge. This, of course, is Max. And this is the Upside Down. Donc, si on fait le bilan, dans la saison 5, Vecna n'est plus vraiment menaçant et il n'est lié à aucun grand mystère, aucune grande révélation. L'incroyable antagoniste de la saison 4 est juste devenu éclaté. No! Yes. No! En fait, on dirait carrément que les scénaristes l'ont écrit comme un tout nouvel antagoniste, qui n'a plus grand chose à voir avec celui de la saison 4. Et c'est un choix qui est plutôt incompréhensible. Comment des scénaristes qui ont fait leurs preuves ont pu se planter à ce point ? C'est quand même bizarre, à moins que, justement, c'est pas eux qui se sont plantés, c'est nous. Tout commence par un détail intriguant, un accessoire qui change de couleur. Est-ce que c'est un faux raccord ? Un faux raccord aussi maladroit dans une production aussi énorme ? Surtout que dans le même épisode, il y a cette scène. That's wrong. It should be yellow. Donc là, c'est sûr, ça peut pas être un hasard. Vecna est en train de manipuler notre perception de la réalité. Sauf que... Fuck with the wrong family. Vecna meurt, et ce changement de couleur n'a mené nulle part. Apparemment, on s'était trompé. Puis retour à Hawkins, Eleven se sacrifie, sniff sniff, et puis arrive l'épilogue. On est 18 mois après la mort de Vecna. Tout semble être revenu à la normale. Il n'y a plus de monde à l'envers, les persos reçoivent leur diplôme, ils terminent leur dernière partie de Donjons et Dragons avant de passer le flambeau, et on a un aperçu des vies qu'ils vont mener. En gros, tout est bien qui finit bien. Wait. That's it. Comfort and happiness? Could you be more trite? I thought you were some kind of master storyteller or something. C'est vrai que c'est une fin un peu facile, qui ne prend aucun risque. Et tiens, c'est quoi ce jeu là ? What's It ? C'est marrant parce qu'on l'a déjà vu dans une autre scène de l'épilogue. Sauf que What's It, c'est pas seulement un jeu de société, c'est aussi le surnom de... Vous avez remarqué le son qu'il y avait au tout début de l'épilogue ? Un cœur qui bat et un bruit d'horloge. Et la robe qu'il porte à la cérémonie de remise des diplômes, elle est orange. C'est particulier comme choix de couleur. D'habitude, c'est plutôt censé être noir. Orange, aux États-Unis, c'est la couleur des prisonniers. D'ailleurs, pourquoi Steve est prof de baseball ? Lui, son truc, ça a toujours été le basket. En revanche, il y a bien quelqu'un pour qui Steve a toujours eu une batte de baseball. Et puis cette fin trop facile, trop heureuse. Pour manipuler des gens, est-ce que le meilleur moyen, ça serait pas de leur donner tout ce qu'ils veulent, pour les rendre dociles, pour qu'ils ne voient pas les barreaux de leur prison et qu'ils n'aient même pas envie de s'échapper ? Si on réfléchit, c'est exactement ce qu'a fait Monsieur What's-It avec les enfants. Et pourquoi dans ces fins si heureuses, il y a à chaque fois un panneau exit en arrière-plan, comme si les personnages devaient s'enfuir de quelque chose. Et les classeurs qu'ils rangent à la fin de leur dernière partie de Donjons et Dragons, si on regarde bien, on peut y lire un message. X
A lie. La dimension X est un mensonge. Et quand on tape fake ending dans la barre de recherche de Netflix, ça donne comme résultat Stranger Things. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Et la série nous a dit quoi au sujet des coïncidences ? I don't know about you guys, but I don't believe in coincidences. C'est bizarre d'avoir ce dialogue avec un regard caméra aussi insistant, comme si le personnage s'adressait directement à nous. Bon, est-ce qu'on serait pas dans une énorme illusion de Vecna ? Oui, on a vu Vecna mourir, mais peut-être qu'à ce moment-là, on était déjà dans l'illusion. Et quand Joyce a achevé Vecna, elle a donné exactement 11 coups. Et 11, c'est 11, mais c'est aussi... Et le 6 novembre 2025, Netflix a sorti une vidéo promo où on peut voir Mike lancer un dé 20. Et il tombe sur 20. Sauf que, si comme moi vous connaissez ce genre de dé, vous savez que les 3 chiffres qui entourent le 20, normalement, c'est pas cela. C'est censé être 8, 14 et 2. 13, 7 et 19, c'est les chiffres autour du 1. Donc le 6 novembre, la date dans la série où les personnages ont affronté Vecna, ils pensent avoir fait un succès critique. Ils pensent l'avoir vaincu. Mais en vérité... Vecna wins! La seule explication logique à toutes ces coïncidences, c'est que Vecna a gagné, et qu'une bonne partie de l'épisode 8 est en fait une illusion, dans laquelle sont coincés les personnages comme les spectateurs. Mais terminer une série sur la victoire secrète du méchant, c'est pas vraiment satisfaisant. Non, ça manque de quelque chose. Et ça tombe bien, parce que dans cette innocente vidéo de promotion, il y a des dés de Donjons et Dragons. Mais si on additionne le total de leur score, on arrive à 43. Et vous me direz, 43, ça veut pas dire grand chose. Sauf que si on regarde la liste des saisons de Stranger Things, on verra qu'il y a au total 42 épisodes. Donc 43, ça voudrait dire qu'il en manque un épisode secret. Et ça serait un moyen terriblement malin de l'annoncer comme ça. Et il sortirait quand, cet épisode secret ? Tiens, regardons ce trailer de Netflix. What next ? Le 7 janvier. Et le 6 janvier, une autre vidéo de promotion est sortie. Alright everybody, it is time to turn those pounds upside down! Ça ressemble à une petite parodie avec l'acteur de Vecna. Mais déjà, regardez la durée de la vidéo. 1 minute et 7 secondes. Un 7, ça donne le 7 janvier. Et qu'est-ce qui est dit dans cette vidéo qui, on le rappelle, est sortie le 6 janvier ? Tomorrow, it begins. Ça commence à faire beaucoup là. I don't believe in coincidences. Et donc, face à cette avalanche de coïncidences, de plus en plus de spectateurs ont commencé à sérieusement envisager l'arrivée du 9e épisode, jusqu'à ce qu'on arrive au moment fatidique. Alors, est-ce que les créateurs de Stranger Things sont des génies hyper audacieux qui ont manipulé tout le monde, ou bien les fans de la série sont juste dans un total déni ? Évidemment, vous connaissez déjà la réponse. Si un épisode secret était vraiment sorti, vous en auriez déjà entendu parler depuis longtemps. Donc non, malheureusement, il n'y a pas eu d'épisode secret. Et on pourrait penser que les fans sont ridicules d'y avoir cru, qu'ils ont été naïfs, qu'ils nageaient en plein délire. Mais ça serait passé à côté de l'intérêt de toute cette histoire. Parce que derrière tout ce phénomène, il y a quelque chose de plus profond. Si les fans ont autant cru à cette théorie, c'est parce qu'ils voulaient y croire. Ils voulaient voir l'apocalypse que la fin de la saison 4 leur avait promis. Ils voulaient voir un Vecna terrifiant qui manipule notre perception de la réalité et qui représente un réel danger pour les personnages. Ils voulaient voir des grands mystères et des révélations renversantes. Ils voulaient voir quelque chose d'audacieux. Et comme la saison ne leur a pas donné tout ça, alors ils l'ont inventé eux-mêmes, en se basant sur des coïncidences, en interprétant les éléments de façon biaisée, en sélectionnant uniquement ceux qui confirmaient leur théorie, et aussi en se laissant entraîner par l'effet de groupe. Et ce qui est dingue, c'est que cette réaction des fans, elle fait parfaitement écho à ce que traversent les personnages à la fin de la saison. Mike n'arrive pas à accepter la perte d'Eleven, c'est trop douloureux pour lui. Alors, en se basant sur quelques éléments intrigants, il se met à imaginer une théorie. En fait, Eleven aurait survécu et elle serait partie vivre dans un petit paradis. This is just a theory, right? Les personnages n'ont aucune idée de si cette théorie est vraie, mais comme ils ont envie qu'elle soit réelle, alors ils choisissent d'y croire, parce que ça leur fait du bien. I choose to believe that it is. C'est vraiment exactement la même chose que les fans déçus par la fin de la série qui ont envie de croire à l'épisode secret. Comme quoi, les scénaristes n'ont peut-être pas tout réussi dans cette dernière saison, mais par contre, ils ont très bien compris comment se comportent les humains face à une réalité qui leur déplaît, avec du déni et des théories. Des théories qu'on pourrait aussi appeler des croyances. I believe
believe. I believe. I think she's dead. I don't know.